Allez, on y va. Donc, c'est le troisième temps de ce chapitre, d'accord? Toujours dans cette, je vous rappelle, dans cette notion de conservation d'énergie mécanique. Alors, ce qu'il faut retenir jusqu'à présent, c'est que, voilà, quand on étudie le mouvement dans un champ de force central dit conservatif, il y a conservation du moment cinétique par rapport au centre de force du point mobile, donc conservation du vecteur moment cinétique et conservation de l'énergie mécanique. Ce sont deux lois de conservation qu'on vous demandera toujours de retrouver et d'exploiter. Je vous rappelle, le moment cinétique du point mobile se conserve. Première conséquence, le mouvement est plan. D'accord? Mouvement est plan, contenu dans un plan perpendiculaire au moment cinétique. Deuxième conséquence, la loi des airs, constante des airs, C égale R carré θ point. On exploite la conservation de la norme du vecteur, qui vous dit qu'à tout instant, le produit R carré θ point est constant. Ça définit ce qu'on appelle la constante des airs. Et notamment, rappelez-vous, le dernier, on définit ce qu'on appelle la vitesse aérolaire, ici, qui est également constante pour ce type de mouvement. Deuxième temps, vous avez vu hier, c'est la conservation de l'énergie mécanique. Pas si compliqué, on applique le théorème de l'énergie mécanique. Attention, variation d'énergie mécanique égale la somme des travaux des forces non conservatives, hein, d'accord? Parce que j'ai pu voir ce manière en colle, donc c'est la somme des travaux des forces non conservatives. Ici, il n'y a qu'une seule force, elle est conservative, donc la variation d'énergie mécanique est nulle, donc l'énergie mécanique reste constante. L'énergie mécanique constante, ça nous permet ensuite de définir une nouvelle énergie, dite énergie potentielle effective, qu'on va travailler ici, on va travailler sur ça aujourd'hui. Cette énergie potentielle effective, c'est la somme de l'énergie cinétique orthoradiale en 1/2 de m r carré θ point carré et de l'énergie potentielle d'interaction. Et on avait entamé l'étude dans un champ de force central répulsif. Aujourd'hui, on va étudier un champ de force newtonien attractif. Donc c'est le cas où la constante K majuscule est négative. Donc on y va, c'est parti, petit 3, allez. K d'un champ de force newtonien, K d'un champ de force ici newtonien. Alors un champ de force newtonien, rappelez-vous, la force F est en K sur R carré ER et l'énergie potentielle en K sur R. D'accord? Champ de force ici newtonien attractif. Voilà. Donc c'est ici le cas où la constante K ici est négative. D'accord? On a différencié les cas d'étude selon le signe de cette constante K. D'accord? Bien. Alors, tout de suite, ici, on va replacer le contexte. Alors c'est le cas. Ouais. C'est le cas de l'interaction ici gravitationnelle ou coulombienne. Ouais, interaction gravitationnelle ou coulombienne entre deux particules chargées, entre deux charges ponctuelles, ouais, de même signe. Donc premier cas, voilà, interaction coulombienne entre deux charges ponctuelles de même signe. Premier cas de figure, le champ newtonien ici sera attractif, ou bien c'est le cas de l'interaction ici gravitationnelle. Cas de l'interaction gravitationnelle qui elle est toujours attractive. D'accord? Bien. Alors, nous ce qu'on va faire tout de suite dans cette partie, on prend le contexte. Ici, donc on va adopter, d'accord? Donc on adopte ici le contexte ici ou ici suivant. Donc on adopte le contexte suivant. On va considérer ici directement un corps céleste dans le système solaire, directement, où on a ici le corps céleste en mouvement autour du centre de masse du système solaire. D'accord? Donc ici, on a un corps, ici céleste, voilà. Donc supposé ponctuel de masse m, d'accord? Ici directement en mouvement. Voilà, ici, dans le système solaire. Donc en mouvement dans le système solaire. Ici. Oui. Oui, pardon, oui, merci, de signe, oui. Coulombienne, ici, oui, opposé, hein, de signe, pardon, de signe opposé, hein, oui, de signe opposé, hein, corrigé, de signe, voilà, opposé pour l'interaction, ici, voilà, attractive. Hein. Donc gravitationnel et coulombienne, il faut que les charges électriques, hein, attention, soient ici de signe opposé, hein, d'accord? Je suis encore resté sur l'interaction répulsive, expérience de Rutherford, des expériences précédentes. Le contraire, interaction ici de signe opposé. D'accord? Bien.
Donc signe opposé, interaction gravitationnelle. Donc là on a le contexte suivant, on a un corps céleste, d'accord, en mouvement dans le système solaire. Donc ici on a un centre de force, ici le soleil. Donc le centre de force, d'accord, le centre de force, ici, voilà, centre de force, ici S, d'accord, le centre du soleil. Voilà, donc centre de force, ici, le centre du soleil. Et là ce qu'on peut faire directement, dans cette étude, on définit l'énergie potentielle effective. On adopte le contexte suivant. On a un corps céleste en mouvement dans le système solaire, d'accord. Le centre de force sera ici le centre ici du Soleil. Donc on définit l'énergie potentielle effective. Donc on définit alors l'énergie potentielle effective, voilà, du point M. Donc on définit l'énergie potentielle effective. Voilà, d'accord, du point mobile M. Donc le corps céleste est réduit à un point mobile, d'accord, et on définit son énergie potentielle effective. Alors je vous rappelle, par définition, on va pas à connaître, l'énergie potentielle effective, qui n'est dépend que de R, bah ça c'est la somme de l'énergie cinétique orthoradiale. Donc ça c'est l'énergie cinétique, alors je vais marquer en indice orthoradiale du point M, plus l'énergie potentielle d'interaction. D'accord? Donc je fais la somme des deux, énergie cinétique orthoradiale plus énergie potentielle d'interaction. D'accord? Alors ici, l'énergie cinétique orthoradiale, c'est le terme en 1,5 de M, ici R carré θ point carré. Donc je vous rappelle, c'est le terme en 1,5 de M, ici, R carré θ point carré, plus l'énergie potentielle, mais c'est un champ newtonien. Un champ newtonien, je vous rappelle, un champ newtonien a une énergie potentielle en K sur R. Donc énergie potentielle en K sur R. D'accord? Donc, je vous rappelle, avec la constante des R, C égale R carré θ point, d'accord, on réécrit l'énergie potentielle. On réécrit alors, ici, l'énergie potentielle effective du point M. C'est-à-dire qu'ici, je vais transformer ce R carré θ point carré en quoi? En C carré, ici directement, C carré sur R carré, parce que si je fais C carré va donner R4 θ point carré. R4 θ point carré divisé par R2 va me retourner R2 θ point carré. Donc là, je transforme ici, je fais apparaître la constante des R dans l'énergie cinétique orthoradiale en 1,5 de M, C carré plus R carré, d'accord? Donc là, je transforme ce terme-là, R carré θ point carré, grâce ici à la constante des R, C. Alors je vous rappelle, C ici étant la constante ici des R. C est la constante des R. Voilà. Ici, l'énergie potentielle effective devient 1,5 de M, C carré sur R carré. Le C carré devenant un R4, oui, θ point carré, oui. Ortho en dessous, en indice. Ouais, je l'ai dit, en indice, c'est ortho, comme orthoradial, vous voyez. Donc l'énergie potentielle effective, c'est une fonction ici qui ne dépend que de R, définie par la somme de l'énergie cinétique orthoradiale, ça on l'a vu hier dans le cours, énergie cinétique orthoradiale, plus énergie potentielle d'interaction. L'énergie cinétique orthoradiale, c'est le second terme. Il y a un terme en 1,5 de M R point carré, plus 1,5 de M R carré θ point carré, plus l'énergie potentielle dans un champ newtonien, voyons en K sur R. D'accord? Et ce R carré θ point carré, je fais intervenir la constante des R, telle que C égale R carré θ point. Donc M' de M C carré sur R carré. Le potentiel ici gravitationnel, l'énergie potentielle gravitationnelle, je vous rappelle que EP, ici gravitationnel, ça sera moins G. Donc là, je transforme le K, en fait, K égale moins G. M, alors ici, je peux noter soit MM', soit MMS, d'accord? Pour ici la masse du Soleil, donc on peut ici introduire M indice S, d'accord? La masse du Soleil divisée par R, d'accord? Voilà. Ici, on a l'énergie potentielle effective qui apparaît, d'accord? Ou on rappelle ici la constante K, du coup, vous voyez la constante K égale moins G, M, MS, M indice S étant la masse du Soleil, constante K négative. On retrouve bien ici un champ de force newtonien qui sera attractif. D'accord? Bien. Alors, on vous demandera de tracer cette fonction. On va vous demander de tracer, d'étudier cette fonction.
Et là, on rejoint le problème du DS, de déterminer la position d'équilibre stable. Parce que même si il s'agit d'une énergie potentielle effective, ça reste une énergie potentielle. Elle est effective parce que c'est la somme de l'énergie potentielle d'interaction et de l'énergie cinétique orthoradiale. Mais comme toute énergie potentielle, l'étude de l'énergie potentielle effective va permettre de mettre en évidence une position d'équilibre stable. Alors, avant l'étude, on va ici étudier les limites. D'accord? Limites de cette fonction. Alors, la variable ici, il faut bien identifier la variable ici, est là. 1 sur r carré moins 1 sur r. La limite en 0. On prend la limite en 0. Donc, la limite, donc je passe au calcul limite, quand r tend vers 0, de la fonction énergie potentielle effective. Alors, cette limite, elle existe et elle est finie. Que vaut-elle? Alors, quand r tend vers 0, ici, il y a deux termes qui vont diverger. Ces termes vont diverger. Il y a le terme en 1 sur r carré et le terme en moins 1 sur r. Là, attention, il y a deux termes. Et parmi ces deux termes, il y en a un qui va prédominer devant l'autre. Il y en a un qui va diverger plus vite que l'autre. Ce que vous appelez en mathématiques, quand vous avez des termes en puissance, en exponentielle, en logarithme, ici des croissances comparées. Là, vous avez un terme qui va diverger plus vite que l'autre. C'est le terme en 1 sur r carré, qui va tendre plus rapidement vers plus infini que le terme en 1 sur r. Attention, en plus, c'est moins 1 sur r. Donc ce terme-là va ici diverger plus vite, va tendre plus rapidement vers plus infini que ce terme-là. Ce terme-là va prédominer. Et ce terme-là, quand r tend vers 0, ce terme-là, ici, va diverger, va tendre vers plus infini. Parce que tous les termes ici sont positifs. C'est le terme qui prédomine. Ce que vous appelez en mathématiques le terme des croissances comparées. Quand vous avez des limites, vous avez des fonctions exponentielles, logarithme puissance. Là, vous prenez ce qu'on appelle le terme prédominant. Ici, cette limite, ici, voilà, la limite. Voilà, ici, de cette fonction. Donc, je ne dois plus noter directement. Et la limite, pareil, quand R tend vers plus infini, de l'énergie potentielle ici effective, d'accord? Alors pareil, quand R tend vers plus infini, d'accord, il y a deux termes. Il y a deux termes qui vont tendre vers 0. Mais, pareil, cherchez le terme qui va prédominer. Il y en a un qui va tendre plus rapidement vers 0 que l'autre, donc qui ne va pas ici prédominer. Au contraire. Donc, est-ce que tout le monde voit que le terme qui tend vers 0 le plus rapidement, c'est le terme en 1 sur r carré? Celui-ci va décroître beaucoup plus rapidement que celui-ci. Donc le terme prédominant, quand R tend vers plus infini, sera ce second terme-là, qui va décroître, on va dire, plus lentement que le premier terme. Donc ce terme-là, quand R tend vers plus infini, ça va tendre vers 0, mais 0 par valeur négative. Donc là, c'est pareil, cette limite existe, d'accord, et elle est finie, et elle vaut 0 par valeur négative. Bien. Donc on a ceci, maintenant, vous voyez, ça diverge en 0, ça converge en 0 plus infini. La question que l'on va vous poser, est-ce qu'il y a une position d'équilibre stable? Donc pareil, il faut étudier cette fonction, énergie potentielle effective. Donc la question est de savoir, est-ce qu'il y a une position d'équilibre stable que l'on peut noter R0, d'accord? Et c'est là qu'on va rentrer dans les calculs exigibles pour le prochain DS, d'accord? Donc ici, voilà, recherche, donc ici, recherche. Alors moi je sais qu'il y en a une, hein. Il y en a une et stable. Donc là, on va ici rechercher la position d'équilibre stable. Voilà. D'équilibre stable, ici, R0. Voilà. Donc toujours dans ce même paragraphe, hein, ici, voilà. C'est cette étude de fonction. Après, on va différencier les cas, on va tracer le graphe. D'accord? Donc, recherche la position d'équilibre stable R0. Alors, ce que vous devez d'abord faire, c'est considérer cette fonction-là et d'abord la dériver par rapport à R. Dériver par rapport à R. Ensuite, on va résoudre l'équation EP' effective en R égale R0 qui doit s'annuler. La dérivée doit s'annuler en R égale R0. Donc, d'abord, vous calculez la dérivée. Donc, d'abord, ici, avec. Ici, on calcule la dérivée. On dérive l'énergie potentielle effective par rapport à R. D'accord? Donc pour tout R. Alors, la fonction ici à droite, on a des constantes multiplicatives, positives, 1 demi de mc carré. On a des constantes également multiplicatives en GMMS. Donc on y va, on dérive par rapport à R. Donc ça fait 1 demi de M, 1 demi de M, c carré. Et là, attention, d'accord? Certains sont avec mon collègue sur ce genre de calcul, hein, d'accord? Quand vous devez dériver un 1 sur R carré, par rapport à R, d'accord? Vous devez ici retourner du moins 2 sur R cube. D'accord? Ça, vous devez
fluidité. D'accord, comme vous l'avez vu au lycée, dériver ici à 1 sur r carré par rapport à r vous retourne à moins 2 sur r cube. Ok, voilà. Ensuite, vous avez moins g MMS. Moins g MMS. Et là, pareil, je mets le moins devant. Vous devez dériver à 1 sur r par rapport à r. Ça va vous retourner à moins 1 sur r carré. D'accord? Ça va me donner quoi? Je peux simplifier par 2, ici, ici. Donc on aura alors j'espère que j'écris assez grand, mc carré divisé par r cube. Ok? Moins plus g ms, d'accord? Divisé par r carré. D'accord? Bon. Une fois qu'on a ça, on a ici la dérivée première. D'accord? On a la dérivée première ici directement par rapport à r. D'accord? Le moins du Le moins 2 sur r que j'oublie ici. Il y a moins 2 qui apparaît. Moins, ici, le premier terme sera un négatif. Oui, le moins 2. Attention, ça simplifie par 2, mais il y a moins. Donc, moins mc carré sur r cube. Moins, c'est ce moins qui s'amplifie là. Moins plus. D'accord? G mms sur r carré. Ça, c'est la dérivée première. Une fois que vous avez la dérivée première, profitez-en pour dériver une seconde fois par rapport à r. Donc, on dérive une seconde fois par rapport à r, ici. Voilà, donc dérivation de v effectif par rapport à r. Donc, vous prenez ces termes-là, ici. On en profite pour dériver une nouvelle fois par rapport à r. Alors, vous allez avoir un terme en moins mc carré. D'accord? Alors, il faut que vous ayez compris, vous allez voir, ici, vous allez dériver un 1 sur r cube. Par rapport à r, vous allez avoir moins, ici, moins 3 sur R4, d'accord? Je mets entre parenthèses. Donc moins 3 sur R4, plus GMMS, d'accord? Fois directement du moins 2 sur R cube, ici, d'accord? Là, je dérive un 1 sur R carré, d'accord? Donc là, il y a le moins 2 sur R cube. Alors pareil, je regarde, je fais attention aussi le moins, je regarde ce que je peux simplifier. Moins, plus, d'accord? Plus 3mc carré sur r puissance 4. Là, j'ai un moins, d'accord? Ici, moins 2g mms, d'accord? Sur r cube, d'accord? Alors souvent, ce qu'on fait, c'est que ici, alors vous pouvez voir un terme, ici, ça c'est k. Ça c'est k, le g, ici, avec un... Voilà. Ici, avec le moins, attention, ici vous aurez moins K, et là vous aurez plus K. K, c'est moins G MMS. Donc souvent, on peut également vous demander de rappeler la définition de K pour réécrire, en fait, je réécris la dérivée première en haut, en moins MC carré sur R cube, et en fait, je veux dire que moins G MMS, ici ce sera moins K sur R carré. D'accord? Donc je réexprime simplement la constante K, ici, moins GMMS, que j'avais ici explicité à ce niveau-là. Ensuite, là, la dérivation, vous voyez, je la mets ici, moins 3mc carré, ici je ne touche pas, divisé par R4, moins, ici, donc moins GMMS, ça fait plus K, donc plus 2K sur R cube. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est dérivée première, dérivée seconde. Souvent, vous faites les calculs de l'un en dessous de l'autre. Maintenant, attention, ça, on n'a encore bien montré. Ce qu'il faut, c'est chercher R0. Donc ici, je vous rappelle, on cherche R0. Donc on cherche ici R0. Voilà. Défini par, ici, l'équation. Alors, défini par quelle équation? Il faut que la dérivée première, ici, donc la dérivée première, de l'énergie potentielle effective, voilà. Donc cette dérivée première s'annule en R égale R0. Alors elle doit s'annuler en R égale R0. Ça, vous voyez, c'est l'équation support. D'accord? La dérivée première s'annule en R égale R0. Ok. Donc ça. Hop. Je vais faire les calculs ici à droite, parce que là je vais déborder en dessous. Ça, je vous rappelle, hop, ça c'est la dérivée seconde. D'accord? Alors, on y va. Donc on cherche R0, solution de cette équation-là. La dérivée première, elle est là. Je vais reprendre l'expression en K. D'accord, je reprends l'expression en K, c'est au moment d'exprimer en fonction de K, la constante. Moins G MMS. Donc on aura, c'est-à-dire moins MC carré sur R0. Donc là, R devient R0 cube. Moins K sur R0 carré. Le tout égale à 0. Ouais, je cherche ici R0, solution de cette équation-là. La dérivée première, elle est encore affichée là-haut. Ça, c'est la dérivée première.
ça c'est la dérivée seconde. Donc dérivée première, je me place en R égale R0, j'annule le tout. D'accord? Bon, là, c'est facile, on sait résoudre. Par contre, je vous rappelle, pour pendant l'après-midi, vous avez une équation du type f de x égale 0 plus lourde. D'accord? C'est pas forcément résoudre à la marque. Méthode, dichotomie, méthode de méthode. D'accord? Ok? Là, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, on cherche R0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier à gauche et à droite ici par R0 carré. D'accord? Il va nous rester quoi? Il va nous rester ici directement 1 moins mc carré sur R0. D'accord? Égal. D'accord? Je vais passer ici directement K. D'accord? Le K, je le fais passer à droite. Ça, je vais passer à droite. Je simplifie ici par R0 carré, d'accord? Il va me rester un R0 qui divise moins MC carré. D'où ici R0, voilà. R0 égale à quoi? Égale ici moins, ici MC carré sur K. Donc il apparaît ici un R0 égale moins MC carré sur K. Alors, est-ce que c'est cohérent? R0 étant une position d'équilibre stable. D'accord, je vous rappelle, R appartient, c'est le R positif, R appartient à R+. Oui, parce que K est négatif. Je vous rappelle, K c'est moins G MMS. Donc ça, on peut rappeler que ça c'est positif, car je vous rappelle, K est négatif. Autrement dit, d'accord, soit également, finalement, on peut rappeler que R0, donc K c'est moins G MMS. Donc ça sera moins plus, d'accord? Donc ça fera ici C carré, d'accord? Sur G MS. D'accord? Donc C carré sur G MS. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté, on retrouve, voilà. Le fait que ce soit positif, donc je simplifie par la masse du point mobile, numérateur et dénominateur. K c'est G MMS. Et il y a le moins également. K c'est moins G MMS. Ok. Alors là, c'est-à-dire que là, R0 est la position d'équilibre. D'accord? Donc R0 est la position d'équilibre. Première partie ici de la question. Deuxième partie, montrer que R0 est une position d'équilibre stable. Position d'équilibre stable, là vous allez utiliser la dérivée seconde qui est encore ici. Donc ça je peux effacer. Dérivée première, je vérifie. Ouais. Tout ça, je peux effacer. Donc pour ici étudier la stabilité de R0, il faut étudier le signe de la dérivée seconde en R égale R0. Donc ensuite, pour la stabilité, donc stabilité de R0, Donc là, ici, il faut faire une étude de signe. Donc on étudie le signe de la dérivée seconde prise en R0. Donc dérivée seconde, pareil, de cette fonction énergie potentielle effective. Voilà. Donc signe, toujours vous placez en R égale R0. Alors ma dérivée seconde, ça je peux y passer. Je l'avais mise ici. Voilà, j'ai deux versions. La version entre les K, je vais reprendre ici. Donc là j'ai bien un plus, je vérifie. Donc ça fait 3. Donc 3 MC carré. Je vous rappelle, c'est constante des R. C'est constante des R, R carré. Si θ divisé par R4. Mais attention, R4 c'est R04. Plus 2K. Ouais. J'avais remplacé un K par moins G MMS, donc il y a un plus ici, plus 2K sur R0 cube. Voilà. Alors, bon là, il faut aller doucement. Donc ça, je peux effacer, j'en ai plus besoin. Ça, c'est bon, j'ai fait R0. Bon, on va remplacer R0 par son expression. Expression en fonction de K, parce que j'ai des K qui apparaissent. D'accord? Donc on aura 3 M C carré divisé par R0. R0, il est là. Donc moins M C carré sur K. Le tout à l'exposant 4, ouais, plus 2K divisé par R0, donc moins MC carré sur K, le tout à l'exposant 3, d'accord? Donc ça, c'est ma dérivée seconde prise en R égale R0. Je simplifie. Oh, ça peut simplifier tout ça? Ouais. Alors, au niveau des moins, j'ai un moins 1 exposant 4, moins, plus, ok? Le K4, le K exposant 4 va remonter au numérateur. Donc j'aurai 3, je laisse le numérateur dans le sens tel qu'il est. Je remonte le K exposant 4 au numérateur. Je divise par M4. Donc M exposant 4. D'accord? Et le C exposant 8. C exposant 8. D'accord? Ensuite,
Donc ça c'est le premier terme. Je remonte le K exposant 4 et j'aurai M4, C exposant 8 qui apparaît ici. Attention ici, moins 1 exposant 3. Moins 1 exposant 3, il restera moins 1. C'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Moins 1, il reste moins 1. Donc j'aurai un moins là, faites attention, on a un moins là. Il y a un K cube qui remonte et on aura M cube C6. D'accord? Donc attention au moins, on ralentit ici. Donc on aura, j'ai 2 K déjà au numérateur. Il y a un K cube qui remonte, divisé par M cube, C6. C6. Ok. Alors, bon, est-ce qu'il y a des choses qui vont simplifier? Oui, des choses qui vont simplifier. On a les M ici, M là, donc j'aurai un M exposant 3 qui va rester ici au dénominateur, donc j'aurai un M3. Et ensuite, au niveau des constantes C, constante des R, j'en ai 2 là, il va m'en rester 6 ici au dénominateur. Ah, ça tombe bien ça. J'ai le même dénominateur, ça tombe bien. J'aurais du M cube C6, c'est bien. Par contre, j'ai laissé le 3, j'ai laissé ici, donc j'ai un 4 exposant 4 au numérateur. Hein. Le K4, il vient de là. Ouais. Moins quoi? Donc j'ai toujours du M3C6 au dénominateur. Par contre, j'aurai au numérateur du 2K4. Donc 2K4 divisé par M3C6. D'accord? 3 plus 1, 4. Bien. Alors, on regarde. Ça tombe bien, même dénominateur en M3C6. Et là, 3 moins 2, ça fait 1. D'accord? 3 moins 2, ça fait 1. Il va rester un K4. Il va rester un K4 sur M3C6. Donc, je donne le résultat final. K4, K exposant 4 sur M3C6. On vérifie K négatif. K négatif, K exposant 4. Moins, positif. Bien. Positif. Strictement, aucune ambiguïté, R0 est donc une position d'équilibre stable. Voilà, donc R0, en fait c'est la position d'équilibre stable. Voilà, position d'équilibre stable ici. Ok, alors ça signifie que ça diverge en 0, ça converge en plus infini en 0 par valeur négative. Il y a une position d'équilibre stable. Alors, position d'équilibre stable, ce sera minimum. On a un minimum, ouais, c'est-à-dire que là, on a un minimum d'énergie potentielle effective. Donc, on note le fait que l'on ait un minimum d'énergie potentielle effective. Minimum d'énergie potentielle effective. D'accord? Donc, ça aura une allure comme ceci. Hop, ça va faire suivre. On fait au propre après. Ça va diverger en 0. Hop, tac. Et ça converge en 0 par valeur négative, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça aura cette allure-là. Ça, c'est un brouillon que je fais, ne le faites pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la valeur en R0. Quelle est la valeur du minimum? D'accord? Là, j'ai mon minimum en R0. R0 est une position d'équilibre stable. Quelle est la valeur de ce minimum? Et là, on pourra tracer un graphe complet. D'accord? Mais oui, l'esprit des calculs, dérivée première, dérivée seconde, n'oublie pas de conclure sur la stabilité ou non de la position qui on retrouvera ça cette semaine en colle sur des cas plus ou moins. D'accord. Bien. J'oublie pas, ça m'intéresse pour pouvoir placer. Je sais que R0, c'est la valeur, hein, ici la position d'équilibre. Quelle est la valeur de l'énergie potentielle effective en R égale R0? Donc quelle est cette valeur-là? D'accord? Donc là, on va calculer à la suite. Tant qu'on est dans les calculs, on aura ici fait l'étude complète de la fonction. Quel est le minimum d'énergie potentielle effective? Donc quelle est la valeur minimale d'énergie potentielle effective? Valeur minimale, voilà, d'énergie potentielle, voilà, effective. Voilà. Donc ici, on cherche l'énergie potentielle effective minimale. Donc ici. Donc là, pour ceux qui sont en distance, l'énergie potentielle effective minimale. Je mets en indice min. Énergie potentielle effective minimale, c'est la valeur de cette fonction prise en R égale R0. R0 étant la position d'équilibre stable, d'accord? R0 étant défini par moins LC carré sur K. K étant égal à moins G MMS. On y va.
Donc on aura 1 demi de M, je vous rappelle, C carré sur R carré, ici, moins K sur R. D'accord? Voilà. Alors ça, attention, ça c'est l'expression de l'énergie, ici, potentielle effective. D'accord? Énergie cinétique orthogonale. Je prends la valeur R égale R0. Et oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une force en K, je rappelle, en K sur R, ici directement, voilà. Et là, j'aurai un terme en, ici directement, R0. D'accord? Alors, soit je mets moins G MMS, soit je mets un plus K sur R. Hein. Attention, hein. Tout à l'heure, j'ai bien mis un moins, ici j'ai mis un moins, parce que j'ai mis moins G MMS. Hein. Là, je vais mettre un plus, parce que K vaut moins G MMS. Hein. Soit vous mettez ici plus K sur R, soit vous mettez le moins G MMS. Hein. Attention. Tout ça pour vous rappeler que ça, le terme en K sur R, c'est l'énergie potentielle associée à une force en K sur R carré. La force est en K sur R carré, l'énergie potentielle en K sur R. Donc là, attention, je mets un plus si je mets K. Si je remplace K, j'aurai moins G MMS. Ok. Donc je prends la valeur en R0. On y va. Donc ça me donne 1 demi de M, C carré. Pareil, donc on aura, pareil, pour éviter les erreurs de signe, il vaut mieux ici recopier, hein, on a le temps. Moins M, C carré sur K. Donc attention, que ceux qui sont distants, je mets R0 au carré, je mets un carré ici. Là, je mets R0. Moins MC carré sur K, puissance équilibre stable. Plus K, K sur R0, donc puissance unitaire. Donc moins MC carré sur K. D'accord? Bon, je vais effacer tout ce qui est là-bas. Ici. Voilà. Donc ça va me donner ici. Donc la valeur de l'énergie potentielle effective minimale. Donc j'ai un carré, moins plus. Ok. Ce que je vais faire, c'est remonter le K carré. Déjà. Donc 1 demi de M. 1 demi de M. On aura C carré. C carré. K carré. Divisé par, ici, moins 1 carré. Ouais. M2 C4. Donc on aura du M2 C4. D'accord? Donc nous pourrons simplifier. D'accord? 2 à 2. Attention, j'ai un signe moins qui va rester là. Là, j'ai pas de carré. Hein. J'ai pas de carré, donc le moins va rester. Donc faites attention au moins qui sera là. Moins, le K va remonter au numérateur, ça fera K carré. Il y a un K carré ici qui va rester et un terme en M, C carré. D'accord? Qui va rester ici directement. Bien. Ce qu'on va faire également, c'est simplifier ce premier terme, là, je vous ai dit. On simplifie par la masse M, ici, par C carré. Donc si je fais ça, il va me rester 1 demi. Donc j'ai dit, je simplifie par M, ouais, mais il va me rester un M au dénominateur. Encore M carré. Je simplifie ensuite par C carré, C4. Donc il va me rester un C2 ici au dénominateur. Et j'ai un K carré. D'accord? Voilà. Donc ça c'est le premier terme. 1 demi de K carré M C carré. Je simplifie par M, numérateur, dénominateur. Je simplifie par C carré également. Et je me retranche un terme en K carré, MC carré. Voilà, K carré moins MC carré. Alors là, faites attention. L'erreur typique en S, vous voulez aller vite. Faites attention. Vous dites, oh bah, ça fait 1 demi. Non. 1 demi moins 1. 1 demi moins 1. 1 demi moins 1. Moins 1 demi. Donc là, n'oubliez pas, faites attention ici. 1 demi moins 1. Moins 1 demi. De K carré sur MC carré. D'accord? Ce que je peux faire ici, on peut s'arrêter là, mais on peut aussi mettre un demi de K en facteur. Si je mets un demi de K en facteur, j'aurai moins K carré, divisé par MC carré. Ah tiens. Moins K sur MC carré. Ce terme-là, d'accord? Alors c'est bête, hein, j'ai simplement mis un demi de K en facteur, j'aurai moins K sur MC carré. Ce terme-là, ici, en moins K sur MC carré, c'est 1 sur R0. Donc ça, c'est 1 sur R0. R0 est dans la position d'équilibre stable. Donc ça, c'est bon. C'est bon. Si on vous demande d'aller un peu plus loin, d'exprimer EPF minimal en fonction de R0, il faut aller un peu plus loin et factoriser par un demi de K. On le voit apparaître. Donc soit, voilà, donc résultat que l'on va retenir, l'énergie potentielle effective minimale prise en R égale R0, que vaut-elle? Elle vaut, je l'ai perdue, elle est là, moins, donc ça fait, elle vaut simplement, pardon, K, parce que ici on a 1 sur R0, R0 ici, il y a un signe moins déjà, donc ici K sur 2
R0. Je précise quand même, ici, avec K moins G, masse du corps céleste, ms, masse du soleil, K négatif. Voilà, on a cette valeur K sur 2R0 pour le minimum d'énergie potentielle effective. D'accord? Voilà. Et là, on peut tracer ici directement l'allure de cette énergie potentielle effective en fonction de R. Je vais le faire ici à droite. Hop. Donc, on trace l'évolution de l'énergie potentielle effective du point mobile dans un champ de force newtonien attractif, interaction gravitationnelle par exemple, avec le Soleil. Je vous rappelle l'expression 1 demi de m c carré sur r carré plus k sur r, où vous remplacez k par moins g mms. On va placer l'axe des abscisses, c'est ici voilà, les valeurs permises de R. O, alors oui, on suppose que O c'est quoi? Alors O c'est l'origine. Mais O également, ça sera la position du centre de force. On verra après dans les graphes. C'est le centre de force ici attractif placé à l'origine. Alors qu'est-ce que l'on a dit? On a dit que ça diverge en 0. D'accord, ça diverge en 0. Ensuite, il y a un minimum, position d'équilibre stable. Ça converge en plus infini vers 0 par valeur négative. Voilà. Voici l'allure ici. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute la position d'équilibre stable. Donc on rajoute R0. On rajoute ici la valeur en K sur 2 R0. K sur 2 R0. C'est la valeur du minimum d'énergie potentielle effective avec K négatif. R0, attention, R0 vaut ici indirectement moins mc carré sur K. Ok? Ça, c'est l'allure, attention, de l'énergie potentielle effective. Ça, c'est pas l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est la somme de l'énergie cinétique orthoradiale et de l'énergie potentielle effective. Somme des deux termes. D'accord? Bien. Alors ici, il faut bien comprendre, on notera après qu'ici, on a un centre de force attractif, ici, au point. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, ça vous savez faire, ça c'est le plus simple. Ce qu'on va faire ensuite, c'est le plus simple. Là, c'était la partie, on va dire, un peu plus calculatoire. Ce qu'on va faire ensuite, c'est placer nos droites d'énergie mécanique. Rappelez-vous, l'étude d'un profil d'énergie potentielle. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez que le système est conservatif. Système conservatif, énergie mécanique constante. Pourquoi? La seule force en jeu est une force centrale, conservative, newtonienne, attractive, donc conservative. L'énergie mécanique est constante, donc c'est un profil d'énergie potentielle. L'énergie mécanique, ce sera une droite horizontale. Donc, premier cas de figure, on va placer une première droite d'énergie mécanique, EM1. Voilà. Et ça doit vous rappeler des souvenirs. C'est-à-dire que là, dans un profil d'énergie potentielle, je peux placer une droite horizontale d'énergie mécanique. Pourquoi horizontale? L'énergie mécanique est constante. Quand on fait ça, qu'est-ce que vous faites? Rappelez-vous, bon réflexe. Vous déterminez ce qu'on appelle le point d'arrêt, entre guillemets, le point d'arrêt ici, parce que là, vous avez un point d'intersection entre la droite horizontale d'énergie mécanique et la courbe d'énergie potentielle effective. Donc, on va noter R1, alors c'est ce qu'on appelle plutôt ici, ici, la distance minimale d'approche. Donc là, j'aurai R1. Donc là, pour ceux qui sont en distance, regardez, je note R1, l'abscisse du point d'intersection entre la courbe d'énergie potentielle effective et la droite horizontale d'énergie mécanique. Et ça me permet de définir des zones interdites et des zones permises. Oui, les zones interdites sont les zones pour lesquelles l'énergie potentielle est supérieure à l'énergie mécanique. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, toutes les valeurs de R inférieures à R1 seront interdites par le corps céleste. La plus petite valeur permise sur la valeur de R1, ce qu'on appelle la distance minimale d'approche, d'accord? Toutes les valeurs inférieures lui seront interdites. Pourquoi? Toutes les valeurs de R inférieures à 1 sont interdites parce que la courbe d'énergie potentielle sera supérieure à la courbe d'énergie mécanique. Par contre, toutes les valeurs de R telles que la courbe d'énergie potentielle qui soit en dessous, tout ça, de la courbe d'énergie mécanique, de la droite d'énergie mécanique, toutes ces valeurs seront permises. C'est-à-dire que votre point M, ici, il ne pourra pas s'approcher en dessous d'une distance R1. D'accord? Il ne pourra pas accéder aux valeurs inférieures à R1. Par contre, il peut accéder à des valeurs infinies de R1. Et surtout, regardez là quand on fait ceci. La différence, voyez,
entre énergie mécanique et énergie potence effective, ça sera l'énergie cinétique radiale. C'est-à-dire que là, quand vous faites énergie potence effective et vous lui ajoutez ce terme d'énergie cinétique radiale, vous retombez sur l'énergie mécanique totale. Autrement dit, si le corps céleste possède une énergie mécanique EM1, la trajectoire ici, elle sera non bornée, puisque R appartient à R1 plus l'infini. Ouais, vous voyez que les valeurs de R infiniment grandes sont permises par le point mobile. Pourquoi? Parce que EPF est bien construit d'énergie mécanique. Et regardez, votre point F peut s'échapper à l'infini avec une vitesse infinie non nulle. Regardez l'énergie cinétique radiale, elle est différente de 0. Et là, on est dans ce qu'on appelle dans un état libre, un état de diffusion. Le corps céleste peut s'échapper à l'infini. De quoi? Du centre de force. En effet, le point O, je vais mettre en vert. Je l'ai dit à l'oral, mais je ne l'ai pas noté. O, ici, le point origine, ici, dans ce point-là. Je vais mettre une petite légende ici, sur la gauche. O, avec une flèche. O, c'est le centre de force. Donc, centre. Alors, O, centre de force, ici, qui sera attractif. Donc, je mets la légende à gauche, centre de force, attractif. D'accord? Donc, on va noter ce que l'on a dit ici, d'accord, sur le premier cas de figure. Si l'énergie mécanique du corps céleste est égale à EM1. D'accord? On y va. Donc ça c'est bon. Donc, premier cas de figure. Donc, premier cas. En tout, il y en aura 4. Premier cas. Deuxième cas, énergie mécanique nulle. Troisième cas, énergie mécanique ici à ce niveau-là. Quatrième cas, énergie mécanique égale au minimum d'énergie potentielle. 4 cas. 4 cas. Donc 4 trajectoires différentes. Donc premier cas d'étude. Si l'énergie mécanique du corps céleste égale l'énergie mécanique d'une note EM1 qui est une constante. Je vous rappelle, le système est conservatif. On a un système conservatif. D'accord? L'énergie mécanique se conserve. Bon. Si on est dans ce cas de figure-là, on dit que la trajectoire est non bornée. Donc déjà, ici, trajectoire non bornée du corps céleste. Donc trajectoire, ici, non bornée. Non bornée du corps céleste. Donc trajectoire non bornée, R appartient à R1 plus infini. Ou, je note que R1 est ce qu'on appelle ici la distance, vous avez peut-être déjà entendu parler, de distance minimale d'approche. Distance minimale d'approche, ou R1, et la distance minimale d'approche, votre centre de force il est ici. C'est-à-dire que votre mobile ne pourra pas accéder à des valeurs de R inférieures à R1, ce sont des zones interdites pour lesquelles la courbe d'énergie potentielle est au-dessus de la droite horizontale d'énergie mécanique. Donc R1 est la distance minimale d'approche ici du corps céleste. Ça pareil. Voilà. Ok. Bien. Alors oui, ça paraît clair, évident, mais l'énergie mécanique c'est strictement positive. Ouais, je vais peut-être ici rajouter, mais ça se voit sur le schéma, mais pour quand même le noter, c'est important, de rajouter ici une constante positive. Donc rajouter ici, c'est quand même très important, cette constante est strictement positive, différente de 0. Donc une constante positive, du moment qu'elle soit placée dans le cadran supérieur, demi-cadran supérieur, différente de 0, constante strictement positive. La trajectoire est non bornée. On a ce qu'on appelle une distance minimale d'approche, qu'on note ici R1, d'accord? Bien. Ensuite, on rappelle également qu'il s'agit d'un état qui n'est pas lié, c'est un état qui est libre, un état de diffusion. Donc il s'agit d'un état ici libre, d'un état qu'on qualifie de libre, un état de diffusion, un état de diffusion. Alors pourquoi il s'agit d'un état libre, un état de diffusion? C'est-à-dire que, on le voit ici, votre système, votre point, il peut s'échapper à l'infini avec une vitesse non nulle. D'accord? Donc de point, le corps céleste, ici, peut s'échapper à l'infini avec une vitesse non nulle. Peut s'échapper à l'infini avec, ici,
une vitesse, donc à l'infini, hein, non nulle. Avec une vitesse ici, non nulle. On le voit ici sur le graphe CF, l'énergie cinétique radiale, d'accord, qui apparaît ici sur le graphe en complément. Quand vous ajoutez EC radial à EP effectif, vous retrouvez l'énergie mécanique du système. D'accord. Là, comme hier, hein, pour un champ de force ici répulsif entre deux charges de même signe, ça serait le cas de deux charges de signe opposés. Là, on admet que la trajectoire du point M, dans le cas où l'énergie mécanique est positive, ça faut connaître, est une branche d'hyperbole dont le centre de force, d'accord, ici, attention, correspond au point le plus proche de la trajectoire et non plus au point le plus éloigné. C'est-à-dire que dans le schéma qu'on va faire, on aura comme hier ici directement une branche hyperbole, mais cette fois-ci, le centre de force va occuper le foyer le plus proche. C'est un cas attractif, alors que hier, pour un cas répulsif, rappelez-vous, le centre de force occupe le foyer le plus éloigné de la trajectoire. On avait interaction entre deux particules chargées de même signe. D'accord? Ça, c'est important. Là, ici, le centre de force occupait le foyer le plus proche de la trajectoire. On est dans un cas attractif. Hein, d'accord? C'est un champ de force newtonien attractif, l'interaction gravitationnelle. Donc là, attention, il faut admettre, on admet ici que la trajectoire du point M, on admet que la trajectoire du point M, mobile, d'accord, ici, donc avec ici une énergie mécanique, strictement positive, on rappelle, hein. Donc on admet que la trajectoire du point M, là c'est uniquement valable si l'énergie mécanique est strictement positive. Ben, cette trajectoire est une branche d'hyperbole. C'est une branche d'hyperbole dont le centre de force, voilà, branche d'hyperbole, dont le centre de force occupe le foyer le plus proche. Donc le centre de force O, ici, pour nous, dans notre contexte, ça sera le Soleil, donc dont le centre de force occupe le foyer le plus proche ici de la trajectoire. Donc occupe le foyer le plus proche de la trajectoire. Le plus proche de la trajectoire ici hyperbolique. Le plus proche de la trajectoire. Alors comme hier, à partir d'un plan cartésien, on va tracer des asymptotes qui vont nous permettre de donner les directions à des branches hyperboliques. Et on va d'abord placer notre centre de force. Parce que le centre de force ici sera au foyer le plus proche de la trajectoire hyperbolique. D'accord? Donc là, je vais effacer, je vais faire un schéma de la trajectoire. D'accord? Trajectoire hyperbolique, d'accord, du corps céleste. Dans le cas, tout ça, ça n'est valable que si l'énergie mécanique est strictement positive. C'est-à-dire que là, après, en exo, il faudra faire le lien entre, voilà, l'énergie mécanique est strictement positive, la trajectoire est une branche hyperbole. Et si le cas est attractif, le centre de force va occuper le foyer le plus proche de la trajectoire. D'accord? Ça, il faudra savoir l'identifier immédiatement par rapport au signe de l'énergie mécanique. Ok? Bien. Allez, je commence un peu à effacer pour faire le schéma. Le schéma de la trajectoire, comme hier, en expérience de Rutherford. La seule différence, c'est qu'il s'agit ici, voilà, d'un système, voilà, où on aura ici une force newtonienne attractive. Donc là, je pense que ça va être suffisant. Laisse le temps certain de recouper ce qui est en bas. Alors, on y va. On part du plan cartésien. Un plan ici, X ou Y. Alors, ouais, je ne vais pas mettre X ou Y parce qu'en fait, O, c'est le centre de force. Et mon centre de force, il n'est pas à l'origine du repère. Non. Le centre de force, je vais le mettre ici. Là. Comme hier, je vais mettre O. Ça sera le centre de force attractif. Centre de force ici, attractif. Voilà, attractif, c'est le soleil, hein. C'est le centre du soleil, ici. D'accord? Donc évidemment, comme ceci, voilà. Donc on a en haut centre de force. On va dessiner l'allure des asymptotes. Tac, une première et une seconde. Voilà, de manière arbitraire, je vous rappelle, comme ceci.
Ça va me permettre voilà, de tracer les branches hyperboles qui vont être tangentes aux asymptotes en plus ou moins l'infini. C'est-à-dire que là, ma branche hyperbole, je vais tracer en bleu, tangent à l'asymptote, c'est-à-dire que votre point M vient de l'infini. Il est infiniment éloigné du centre de force. C'est ici un championnat attractif. Donc le point M va s'approcher du centre de force. Mais attention, il ne pourra pas s'approcher ici à une distance inférieure à R1. C'est-à-dire qu'en fait, tout de suite, on va placer à distance minimum d'approche. Vous voyez, R1 qui est là. Ce R1, sa distance, par exemple, allez, on va s'arrêter là. Ici, voilà. On va noter, ici, par exemple, R1. La distance minimale d'approche. D'accord? R min, on va se placer dans ce cas-là. D'accord? Donc R1, ça sera R min. Voilà. Donc là, on va dessiner une allure de trajectoire ici qui sera la plus proche, le ratio plus proche du Soleil. D'accord? Au plus proche. Donc là, la trajectoire hyperbolique, elle est tangente aux asymptotes. Donc je dessine ici, elle est tangente aux asymptotes. Voilà. Et je dessine ici, voilà, la branche hyperbole. Voilà, comme ceci. Voilà. C'est une trajectoire, donc je vais flécher le sens de parcours de la trajectoire. Et on a, voilà, ici, le point mobile, M. Voilà. En mouvement, d'accord? Donc on a une branche hyperbole, donc gamma. On a une branche hyperbole, et là je prends le cas où voilà, la trajectoire passe au plus près du Soleil. D'accord? On est dans ce cas-là, ici directement, où voilà, on aura une distance minimale d'approche, R1 égale R min. De centre à centre, du centre du Soleil à ce point-là, d'accord? Le point M ne pourra pas s'approcher d'une distance inférieure de R. D'accord? Sinon, on aura une énergie mécanique supérieure à une énergie mécanique, et ça, c'est pas possible. D'accord? Donc ça sera une branche hyperbole, et vous voyez que le centre de force occupe le foyer le plus proche. Le deuxième foyer, il est là-bas. Le deuxième foyer, il serait ici. Je vous rappelle, tac, 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 tac. Le deuxième foyer, il est là. Ça serait pour un cas répulsif. Un cas répulsif, d'accord? Interaction coulombienne entre deux charges de même signe. Là, c'est le cas. Là, c'est pas le cas, c'est attractif. Donc là, pour rappeler, c'est le centre de force attractif, d'accord? Sur le foyer le plus proche de la trajectoire. D'accord? Bien. Ça, c'est le premier cas. C'est le premier cas de figure ici, voilà, lié à la trajectoire ici hyperbolique. Uniquement dans le cas où l'énergie mécanique. Alors, ça, c'est valable uniquement, je le répète, valable uniquement si l'énergie mécanique est strictement positive. Donc, uniquement si l'énergie mécanique du point M est positive. Ce tracé, ce graphe, cette trajectoire hyperbolique n'est valable que dans ce cas-là, EM1. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un deuxième cas de figure. Évidemment, je vais prendre un cas où je serai une énergie mécanique toujours constante, donc une droite horizontale, mais je vais prendre cette constante égale à 0. Donc, deuxième cas, je vais me placer ici, toujours en bleu. Je vais prendre en bleu sans jour. D'accord? Deuxième valeur, l'énergie mécanique ici, EM2 égale 0. Donc, égal à 0. Donc, deuxième cas, je vais marquer EM2 ici. EM2. EM2 ici prend la valeur nulle. D'accord? Donc ça sera le deuxième cas. Je vais effacer ça en attendant. Ici. Donc ça, attendre un petit peu. Donc deuxième cas. Ici. Si l'énergie mécanique du point M égale à 0. D'accord? Voilà. Égale à 0. Bon. Oui. Ah, ça, ce serait le foyer, le deuxième foyer. C'est le deuxième foyer. En fait, il y a deux foyers. Toujours, en fait, dans la famille des coniques, il y a des foyers. Et en fait, il faut choisir le foyer. Le centre de force occupe l'un des foyers. Le centre de force occupe le foyer le plus éloigné de la trajectoire pour un cas répulsif. Et le plus proche. Là, c'est le foyer le plus proche. Là, c'est le foyer le plus éloigné. Le foyer le plus éloigné, voilà, pour ce qu'on a vu hier sur un champ de force répulsif. Distance de Rutherford. D'accord? Alors, là, pareil, quelle est la différence entre ces deux droites d'énergie mécanique? La différence, elle est ici. Est-ce que tout le monde voit qu'en plus l'infini, autant qu'avec une énergie mécanique EM1 qui est suffisamment grande pour partir à l'infini avec une énergie cinétique radiale non nulle, autant que là, si le corps céleste possède une énergie mécanique nulle, qui est une constante, à l'infini, sa vitesse, elle tend vers 0. D'accord? Donc là, par contre, également, ici, la vitesse à l'infini tend vers 0, mais c'est-à-dire que votre point peut également s'échapper à l'infini. On aura également un état libre, un état de diffusion, sans l'aura également. Par contre, la trajectoire ne sera plus la même. On n'aura plus une branche hyperbole.
Là, on aura une branche de parabole. Ouais, la trajectoire ne sera plus hyperbolique, elle sera parabolique. Dans le cas où l'énergie mécanique égale à 0, on aura une parabole. Alors, une parabole, c'est quoi? Alors, vous le connaissez dans le plan, hein, une parabole y égale à ax2 plus bx plus c. D'accord? Ax2, par exemple, vous tracez un ax2, d'accord, A positif. La branche, vous vous rappelez, dans le plan y en fonction de x. Ici, une branche de parabole, c'est ça. Une cuvette parabolique, c'est ça. Nous, on va tracer dans ce plan-là. C'est-à-dire que nous, notre parabole, elle sera sous cette forme-là. La parabole, ça va donner ceci. D'accord? Donc la différence entre branche d'hyperbole et une branche parabolique, ça sera ceci sous la forme ici d'une parabole. Et l'équation également est différente. Entre une hyperbole, l'équation des branches hyperboliques n'est pas la même que celle d'une branche parabolique. D'accord? Donc pareil, même remarque, trajectoire non bornée du corps céleste. Donc trajectoire non bornée du corps céleste. D'accord? On aura également un état libre de diffusion. Donc un état libre, également qualifié d'état de diffusion. Ouais. Autrement dit, le point M peut s'échapper à l'infini, mais cette fois-ci avec une vitesse qui tend vers 0. Donc il peut s'échapper à l'infini, d'accord? Ici, avec une vitesse qui tend vers 0. En effet, on voit là, il n'y a plus rien en complément d'énergie radiale. Là, il n'y a plus grand-chose en plus infini. Hein. Voilà, cette vitesse qui tend vers 0. Qui tend vers 0. Voilà. Pareil, même chose, on admet que la trajectoire du point M, donc on admet, ça il faudra l'admettre, d'accord, en co en ds, on admet que la trajectoire du point M, ici, pareil, avec une énergie mécanique égale à 0, avec une énergie mécanique ici égale à 0, est une branche de parabole. Donc ça, d'accord, est une branche de parabole. Voilà. Donc c'est tout simplement une parabole, on peut dire une parabole. D'accord. Une parabole est pareil dont le centre de force ici occupe le foyer le plus proche de la trajectoire. Donc pareil, dont le centre de force ici, dont le centre de force O, voilà, occupe le foyer le plus proche de la trajectoire. Pareil, le foyer le plus proche de la trajectoire. Alors, sur le graphe, je vais refaire un nouveau, parce que le graphe sera valable uniquement si l'énergie mécanique est nulle, hein, d'accord? On aura une branche de parabole, d'accord? Mais par contre, on l'admet, sans l'admet, on ne le montre plus, on ne le montre pas, d'accord? On admet que la trajectoire est une branche de parabole. Uniquement dans ce cas-là, EM égale EM2, je ne vais pas noter EM2 d'ailleurs, notre schéma, soit le schéma, pardon, noté, hein. Ça c'est EM2, hein, c'est l'énergie mécanique, deuxième cas de figure. Bon, j'écris deuxième cas. Ce deuxième cas est lié au fait que l'énergie mécanique est notée EM2. Là, c'est une branche de parabole. Bon, on va refaire le schéma, donc je vais tout effacer. On va essayer de reprendre les mêmes notations, ça on va faire ensemble. Bon, ça je peux effacer également, ça va faire gagner de la place. Voilà. Alors pareil, hein, je peux me placer. Bon, je peux le faire ici, facile. Y. Hop, je vais placer, voilà, de la place également ici, aussi. Je vais placer, voilà, le soleil. Donc, centre de force attractif. Vous allez toujours préciser, hein, si votre centre de force il est attractif ou répulsif, hein, ça change tout. Donc, centre de force ici, attractif. Ok. Je dessine une nouvelle fois les asymptotes du plan. Hop. Ok. Voilà. Et ce que je vais faire, contrairement à tout à l'heure, autant que mes branches hyperboles sont tangentes aux asymptotes, autant que ma branche de parabole, non, ma parabole c'est ceci, hein, je vous rappelle ici, directement. Alors, pareil, l'allure, comme ceci. Ouais, on va faire ça symétriquement, ouais. Ouais, j'ai pris la place pour écrire. On va flécher la trajectoire gamma.
On va placer un point M à un instant T. Donc ça c'est la trajectoire ici qu'on qualifiera de parabolique. Et pareil, dans ce cas-là, oui, pour cette énergie mécanique ici, directement égale à 0, il apparaît une distance minimale d'approche. R min, elle est là. Donc là, on aura R min du centre du Soleil au point de la trajectoire le plus proche du Soleil. Ici, directement, on aura voilà, R min, distance minimale d'approche. D'accord? Alors ça, trajectoire parabolique uniquement valable si l'énergie mécanique est nulle. Ça, c'est le cas. Donc pareil, je vais le noter ici. Donc valable, pareil, ça c'est valable uniquement si l'énergie mécanique est nulle. Donc ça c'est valable uniquement si l'énergie mécanique du point M est égale à 0. Uniquement. On a une trajectoire qui est parabolique. D'accord? Donc pareil, on peut noter ici voilà, une parabole. Tout à l'heure je peux surnoter hyperbole, là on note une parabole. Cette parabole uniquement valable si l'énergie mécanique ici du point M égale à 0. Alors ouais, c'est vrai, vous me demander, c'est quoi déjà l'équation cartésienne d'un arc de parabole, d'axe de symétrie OX? Ça sera x égale by carré plus c. Ici, voilà, la seule différence, vous voyez l'axe de symétrie, c'est l'axe OX. Donc on aura x égale by carré plus c. En cartésien ici, si vous le souhaitez, pour avoir un complément, l'équation, ici, cartésienne, l'équation cartésienne, je vous la donne. Je vais donner celle de l'hyperbole, donc je peux vous donner celle de la parabole, il n'y a pas de souci. Ici, l'axe de symétrie, c'est l'axe OX. Donc là, je vais le représenter en x égale by carré. X égale by carré. Et après, on peut rajouter des constantes. C, B et C étant des constantes. D'accord? Voilà. Donc by carré plus C. Ok? Voilà. L'équation cartésienne ici d'une parabole. Voilà, cette formule-là. Pour bien différencier d'une branche d'hyperbole. Bien. Et le cas, troisième cas d'étude. Ah oui, pour l'instant, on n'est que dans des états de diffusion. Le point, le corps céleste peut s'échapper à l'infini. Bon. Troisième cas de figure, donc on descend en énergie. L'énergie mécanique ici devient négative. On passe sous la barre des zéros. Donc troisième cas, on est là. Alors, un des cas les plus importants, on est ici. Vous voyez, on passe troisième cas d'étude. Donc pour ceux qui sont sans se regarder, je trace ici. EM3. EM3. Troisième cas d'étude, énergie mécanique, ici directement, égale à EM3. Donc troisième cas, je note ici. Bon, donc troisième cas, si EM égale EM3. Alors, il faudra faire attention. Ici, EM3 doit être négative tout en restant supérieure à l'énergie potentielle effective minimale. En fait, il ne faut pas qu'elle soit égale ni à 0, ni à K sur 2R0. En fait, c'est toutes les valeurs intermédiaires, sauf les deux valeurs 0 et K sur 2R0. Donc ça, on va le noter. Bon, rassurez-vous, tout ça. Tac, 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 tac. Donc, attention, avec... Il faut que l'énergie mécanique 3 soit supérieure à l'énergie potentielle effective minimale, donc elle soit strictement supérieure, tout en restant négative. Il faut qu'elle reste négative ici. D'accord? Donc c'est tous les cas de figure intermédiaires. Ici, tac, tac, tout en ayant des valeurs différentes de 0 et de l'énergie potentielle effective minimale. Là, cette fois-ci, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, par contre, la trajectoire, elle est bornée. Là, j'ai deux points d'arrêt. Rappelez-vous, le point d'arrêt, on a deux points d'intersection. J'en ai un là et un là. J'ai deux points. Donc, deux points d'intersection. Je vais faire apparaître l'abscisse de ces deux points d'intersection. D'accord? Donc, je vais apparaître l'abscisse de ces deux points d'intersection. Et l'abscisse de ces deux points d'intersection sont des valeurs de R. Donc là, je mettais R indice P, R indice A. Donc, je répète, pour ceux qui sont en distance, j'ai deux points d'intersection entre la droite horizontale d'énergie mécanique EM3 et la courbe d'énergie potentielle effective. J'en ai deux points. J'ai là et là. L'abscisse de ce premier point d'intersection, je vais noter RP. R indice P. P comme périhélie, certains connaissent peut-être, ou périgée. Périgée ou périhélie. Deuxième abscisse,
ce deuxième point d'intersection, c'est RA. A comme, vous connaissez, apogée. Apogée, l'apogée, ou l'aphélie. Aphélie, périhélie, c'est lié au soleil, hélios, soleil, d'accord? Aphélie, périhélie, le soleil. Donc là, parce que vous le savez, on va retrouver la loi de Kepler des orbites, hein. Les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques dont le centre de force, le soleil, occupe l'un des foyers. On a des ellipses, et là c'est le cas. La trajectoire sera elliptique, mais par contre la trajectoire est bornée. C'est-à-dire que les valeurs de R permises, elles sont comprises entre. Il faut que l'énergie potentielle effective soit en dessous la droite d'énergie mécanique. Donc toutes les valeurs permises de R sont celles vérifiant cette situation-là. Donc R appartient à RP, RA. Toutes les valeurs sortant de cet intervalle-là sont des valeurs interdites par le point mobile. La trajectoire est bornée. Les valeurs de R permises appartiennent à RP, RA. Toutes les autres valeurs sont des valeurs de R pour lesquelles la courbe d'énergie potentielle effective est au-dessus de la droite d'énergie mécanique. Donc là, attention. On va noter trajectoire bornée. Ça y est, on y est. La trajectoire est enfin bornée. Donc on a donc en fait ce qu'on appelle un état lié. Oui. Donc trajectoire bornée. Voilà, du corps céleste. Donc trajectoire bornée du corps céleste. En effet, R appartient à R indice, j'ai noté R indice P. Comme ici, P minuscule, R indice A, où il apparaît deux grandeurs, d'accord, deux points, en fait, il apparaît deux points sur la trajectoire, entre les points, en fait, il y aura deux points particuliers sur la trajectoire, les points P, alors, j'efface ça, alors P comme périhélie, ou périgée, donc P, c'est le P de péri, hélios, soleil. Ou le périgée, d'accord? Donc périhélie réservé au soleil, hein, périgée, d'accord, lié à d'autres centres de force. En fait, quand le centre de force est le soleil hélios, on parle de périhélie. Donc point P et le point A. Le point A, ça sera ici l'aphélie, d'accord, hélios, ou l'apogée. Vous avez un apogée. D'accord? Voilà. Ici. Donc l'apogée, vous voyez, c'est le point le plus éloigné, le plus haut. L'apogée de votre carrière, par exemple, comme scientifique ou sportif, l'apogée, le point culminant, le point le plus haut, l'apogée. C'est pareil, ça se voit, apogée, d'accord, le plus loin, le plus haut. Bien, donc là, trajectoire bornée, on y est. Dans ce cas-là, on a un état lié. Et là, cette fois-ci, le corps céleste ne peut plus s'échapper à l'infini. D'accord? Ça se vérifie sur les planètes du système solaire. D'accord? Donc là, ici, directement, je peux rajouter ici, là. On a un état, ici, qualifié de lié. D'accord? Autrement dit, le corps céleste ne peut plus s'échapper à l'infini. Voilà. Il ne peut plus s'échapper ici à l'infini. Voilà. Donc on a un état qui est lié. Alors ça c'est le cas des planètes du système solaire et d'une comète. Il y a une comète en particulier qui va adopter une trajectoire elliptique autour du Soleil. C'est la comète de Halley. Vous connaissez peut-être. D'accord. Donc ça c'est le cas. Donc c'est le cas des planètes du système solaire. Donc cas des planètes du système ici solaire. Et également d'une comète, ouais. Et de la comète de Halley. Et la comète ici de Halley. Donc les planètes du système solaire et la comète de Halley ici sont caractérisées par un état lié, trajectoire bornée. D'accord? Et cette fois-ci, alors ça c'est pareil, attention, là, c'est uniquement valable si l'énergie mécanique est strictement négative. Par contre, il faut qu'elle soit différente, strictement différente de 0, et surtout différente du minimum d'énergie potentielle effective. Il ne faut pas qu'elle soit au minimum. Donc là, on pourra admettre, par exemple, on admet, on ne le montre pas, on admet que la trajectoire du point M, avec une énergie mécanique, cette fois-ci, ce qui va changer, c'est ça, qui sera strictement, alors pareil, hein, de toute façon, on va retenir ça, strictement négatif. Maintenant, il faut avoir en tête que celle de la strictement négative, bon, certes, oui, ça se voit différente de 0, mais il ne faut pas qu'elle soit égale à ça, parce que ça, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule valeur permise pour elle, c'est une trajectoire qui sera circulaire. Là, c'est une trajectoire circulaire.
là, ce serait elliptique. Donc là, on admet, pareil, on admet que la trajectoire ici du corps céleste, du point M, avec une énergie mécanique négative, et cette fois-ci, une ellipse. C'est une ellipse, ça y est, on y est. Donc cette fois-ci, ça sera une ellipse. Voilà. Une ellipse. Voilà. Dont le centre de force, ici, occupe l'un des foyers. D'accord? Ici, ça, c'est la loi des orbites de Kepler de 1609. Donc, dont le centre de force occupe. Donc là, il n'y a plus besoin de noter ça. C'est ici, occupe l'un des foyers. C'est l'un des deux. Une ellipse possède deux foyers. D'accord? Occupe l'un des foyers. Ça, c'est la loi des orbites. Ici, de Kepler en 1609. Donc là, on est en 1609. Loi des orbites de Kepler. Voilà, 1609. Que l'on va rappeler après. D'accord? Voilà. Donc, dernier temps, avant de faire le graphe, on a mis que la trajectoire du corps céleste est une ellipse. D'accord? Uniquement valable si l'énergie mécanique est négative. Et le centre de force, le Soleil, occupe l'un des deux foyers. Donc là, on va faire le schéma de la trajectoire. Le schéma d'une trajectoire ici elliptique. D'accord? Alors, on y va. Donc une ellipse, c'est un cercle qui est déformé. Rappelez-vous, un cercle déformé qui est étiré selon les x également et un peu aplati selon les y. Donc un cercle déformé. Donc on va prendre quasiment tout l'espace du tableau de supérieur. Et surtout, vous savez que le mouvement est plan. Le mouvement est plan, c'est lié à la conservation de la direction du mouvement cinétique. Le repérage polaire s'impose. Et en fait, on va repérer la planète autour du Soleil par ses coordonnées polaires. R de t, θ de t. Lié à la trajectoire elliptique de la planète autour du Soleil. D'accord? Donc on va faire le schéma correspondant. Je pense que là, ça c'est bon. Ça aussi, ça aussi, on va dire. Ça oui, ça oui. C'est bon. Alors, ça me laisse la place pour faire le schéma de l'ellipse. On y va, on va faire ça proprement. Donc, toujours partir du plan ici, voilà, comme ceci, x ou y. Voilà, directement. Alors, mon origine, je ne vais pas placer O, je vais placer O'. Alors, origine, ça sera O'. O, c'est mon centre de force. Et en fait, mon centre de force, ça sera l'un des foyers de l'ellipse. En fait, une ellipse, elle a deux foyers. Pareil, je place l'un des deux foyers. C'est-à-dire que je vais supposer que finalement, ça sera le Soleil. D'accord? Ici, directement, le centre O. Donc ça, c'est le centre de force. Pareil, attractif. Donc là, je place le centre de force attractif. Le second foyer, il est où? Il est symétrique par rapport au prime, il serait là-bas. Donc je place un deuxième foyer symétrique de haut par rapport au prime. Donc deuxième foyer, ça me permet de placer ma trajectoire elliptique. Alors, mon centre de force est là, ça c'est le Soleil. La planète, trajectoire elliptique autour du Soleil. D'accord? Elliptique. Donc là, je vais placer, on va dire, un point ici. Un point ici, c'est le point, la trajectoire le plus proche du Soleil. Bien, c'est le point P. On est au périhélie. Quand la planète est ici, la planète est au périhélie. Au contraire, l'aphélie, elle est où? Elle sera là-bas. Donc on y va, on va tracer. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Alors, je ne sais pas ce que ça donne de loin, mais là comme ça, colle au tableau. Pour l'instant, ça a l'air de passer. Par contre, je vais effacer ça. Donc, je vais mordre sur ça. Donc ça, une ellipse. D'accord? Ce qu'il faut, c'est continuer ici l'axe des X. Et là, ici. Et je suis plutôt bien parti. Si je fais le complément ici. Voilà, là. On recommence. Voilà. Ouais. Attends, je vais loin. Parce que ça donne de loin. Ouais. Bon. Alors, mais vu de près, ça ressemble à quelque chose. De loin, un peu moins, mais de près, ouais. Alors, ce qui est important après, voilà, c'est de placer. Voilà, c'est votre point M. Donc la planète, directement. Votre point M ici. On flèche la trajectoire. Ici. Ce qu'il faut, c'est un repérage polaire. Ouais, le repérage polaire, il est où? Il sera là. Vous aurez ici le rayon polaire, R de t. Vous aurez l'angle polaire ici. Là, vous aurez θ de t. Là, vous aurez R de t.
comme ceci. D'accord, R de T ici et θ de T en repérage polaire, le mouvement est plan. Ensuite, il y a des grandeurs géométriques qui vont intervenir. D'accord. Il y aura le demi-grand axe et le demi-petit axe. En fait, la distance entre eux. Alors, il y aura les points, pardon. Périhélie, aphélie. Aphélie. Ensuite, on aura le demi-grand axe ici. Là, on aura A, demi-grand. Là, on aura un demi-petit. On aura un demi-petit. B. D'accord. Le demi-grand, le demi-petit. D'accord. Et en fait, on aura également distance C. Entre O et O', ça sera C. La distance, enfin la demi-distance interfocale. D'accord. Voilà. La demi-distance interfocale C. Donc je définis les paramètres A entre O' et P. O' entre O' et ici, ce point-là, ça sera B. Donc A demi-grand axe, B demi-petit. Alors quand on dit demi-grand, ça c'est un demi-grand. Ça sera le grand axe. En fait, le grand axe, il est là. Grand axe, c'est ça. A, P. Ça, c'est le grand axe. Le demi-grand axe, il est là. Ça, c'est le petit axe. Tout ça, c'est le petit axe. Donc ça sera la moitié du petit axe, c'est le demi-petit. Demi-petit axe et demi-grand axe. D'accord. Et ça, pourquoi? Parce qu'en fait, on va souvent vous donner ce qu'on appelle l'équation cartésienne ou l'équation polaire d'une ellipse. Ouais. Selon le point de vue, selon la référence cartésienne ou polaire, on peut vous donner soit l'équation cartésienne de l'ellipse. Alors, j'ai un peu de place ici. Et là, ouais, ici, là, voilà. Donc là, je vais vous donner en haut l'équation cartésienne. Donc dans le plan cartésien, en variable x, y, l'équation cartésienne d'une ellipse. L'équation cartésienne d'une ellipse. Qu'est-ce qu'elle donne? Donc elle donne x2 sur A2, pour la diagramme mécanique, plus y2 sur B2 égale à 1. Donc x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale à 1. Où A est le demi-grand axe. Là, je vais noter, vous voyez, où A. Alors, je vais faire ici. Où A est le demi-grand axe de l'ellipse. Donc A est le demi-grand axe de l'ellipse, demi-grand. B est le demi-petit axe de l'ellipse. Donc j'ai défini A et B comme étant les demi-grands et demi-petits. D'accord? Voilà. Ensuite, alors C, je vais zoomer ici, C est la demi-distance interfocale. Donc je note ici C, c'est ce qu'on appelle la demi-distance interfocale, j'en aurai besoin après. Voilà. D'accord? Voilà. Donc l'équation cartésienne d'une ellipse. D'accord? Je rappelle l'équation cartésienne d'un cercle. X moins xc carré plus y moins yc carré égale r carré. Là non, hein. C'est x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale 1. Ça c'est le point de vue cartésien. Encore des cartésiens avec les variables x et y. Maintenant, point de vue polaire, en Rθ. Rθ, donc je note ici à droite l'équation polaire ici d'une ellipse. Alors, ça sera donné, hein. Ça vous sera donné dans l'énoncé. Mais il faudra savoir l'utiliser, l'exploiter. D'accord? Donc, équation polaire ici d'une ellipse. Alors, pareil, ça sera du R en fonction de θ. Oui, parce que R et θ sont ici les coordonnées polaires du point M. Donc R de θ, équation polaire ici d'une ellipse. Donc je vous la donne parce qu'on va retrouver cette équation en exo. Donc c'est P sur 1 plus E cos θ. D'accord? Donc ça pareil, ne l'apprenez pas, on doit vous le donner directement en exercice. D'accord? Alors P c'est le paramètre de l'ellipse. Donc je note ici, je mets une flèche en dessous, où P est le paramètre de l'ellipse. P comme paramètre. Une ellipse possède un paramètre P. D'accord? Le paramètre P égale B carré sur A. D'accord? Le paramètre P est défini par B carré sur A. Ensuite, il y a un deuxième. Alors, θ, c'est l'angle polaire. Hein, il apparaît un cos θ. Ouais. Et surtout, il apparaît un E. E comme excentricité. E, c'est l'excentricité. Donc, excentricité. Donc, je le note ici. Pareil, de l'ellipse. Excentricité de l'ellipse, en fait, de la conique, hein, tout simplement. E, défini par C. Alors, je vais faire comme si C sur A. Donc E égale C sur A.
Pareil, ça sera donné. Ça sera donné. D'accord? Les paramètres ici vous seront donnés. D'accord, ici, l'excentricité d'une ellipse, c'est le paramètre. Paramètre en excentricité, c'est en fait sur les relations qui apparaissent ici. P et E, deux grandeurs qui apparaissent dans l'équation polaire d'une ellipse. En fait, tout ça pourquoi? Tout ça pour retrouver ici les rayons correspondant au périhélie et à l'aphélie. En effet, au point P, donc ça vous sera donné. Et souvent, on vous le donne. Vous allez voir, on vous le donne. Même si vous ne connaissez pas la définition, c'est pas exigible, un paramètre exercé, d'accord, on va vous les donner, on doit vous les donner. Par contre, à partir de ça, il faut être capable de retrouver les valeurs Rmin et Rmax. Rmin, il est où? Rmin, quand on est au point P, que vaut θ? Au point P, au périhélie, θ vaut 0. Lorsque θ vaut 0, cos de 0, ça fait 1. Ça fait P sur 1 plus E. Très bien. Par contre, quand je suis au point le plus éloigné de la trajectoire, à l'infini, au point A, que vaut θ? Θ vaut pi. Cos de pi vaut moins 1. Ah, j'ai P sur 1 moins E. Ah, bien. Donc, soit j'ai au point P, d'accord, au point P, attention, c'est le point P, au périhélie. Ça, c'est le paramètre, attention. Ça, c'est un point géométrique. Attention, périhélie, ça, c'est un paramètre. P sur 1. Quand je suis au périhélie, θ vaut 0, j'ai P sur 1 plus E. Par contre, quand je suis à l'aphélie, j'aurai P sur 1 moins E. Donc, on trouve bien qu'au point P, j'ai R égale Rmin. R égale Rmin divisé par 1 plus E. Alors qu'au point A, le point le plus éloigné à l'aphélie, j'aurai P sur 1 moins E, puisque θ vaut pi radian. Donc je termine ici, de toute façon je mets la flèche. Pour moi, le plus important, ici, ça permet d'en trouver deux choses. Le Rmin, la distance minimale, Rmin, c'est la valeur de R, lorsque θ, ici, est égal à 0. Lorsque θ égale à 0, on a P sur 1 plus E. Alors que R max, donc ça je note, ça c'est le point P au périhélie. La valeur maximale de R est donnée lorsque θ égale à pi. Lorsque θ égale à pi, on sera à l'aphélie, point le plus éloigné à la trajectoire gamma. Pourquoi? Parce que quand θ égale à pi, on aura P sur 1 moins E. On est au point A. Ça par contre, ça c'est exigible, d'accord? Et c'est très important. D'accord? De toute façon, ça on va le reprendre jeudi dans l'étude des trajectoires elliptiques. D'accord? Bon. Ça c'est le troisième cas. Troisième cas, le plus complet, le plus complexe, que l'on va étudier ici en détail jeudi. Et surtout, jeudi, le but c'est de connaître l'énergie mécanique d'une planète en orbite elliptique autour du Soleil. D'accord? Bien. Dernier cas de figure, EM4. Je suis là. Je n'ai pas d'autre choix de me placer au minimum d'énergie potentielle, je suis là. EM égale EM4. Voilà, c'est facile. C'est simple. Pourquoi? Une seule valeur de R est permise. C'est R0. Si une seule valeur de R est permise, R0 est constant, on a donc un mouvement dans une base polaire où le rayon R est constant. Trajectoire circulaire. Trajectoire circulaire de rayon R0. D'accord? Donc, tout ça, c'est bien. Je peux effacer ici cette partie-là. Voilà, donc c'est quatrième et dernier cas de figure. Quatrième cas, si l'énergie mécanique du point M dans R égale, sur le schéma noté EMK, égale K sur 2R0, ça c'est l'énergie potentielle effective minimale. Ça c'est le minimum d'énergie potentielle effective. Et ça vaut quoi? Ça vaut K sur 2R0. Alors la valeur de 2K sur 2R0, ne la prenez pas. Vous devez être capable de la retrouver. Tac, 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 tac. Ça. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on marque sur le schéma? Seule la valeur ici, R égale R0 est permise. Donc seule la valeur R égale R0, rappelez-vous, donc c'est du moins MC carré sur K. Moins MC carré sur K. Et ça, c'est une constante positive. Ça, c'est possible. Donc seule cette valeur est possible et autorisée. Dans ce cas-là, on a un état lié et la trajectoire est circulaire de rayon R0. D'accord? Donc on a un état qu'on trouve, un état lié. La trajectoire ici, voilà, est alors circulaire. De rayon R0. De rayon ici R0.
Voilà, donc trajectoire circulaire de rayon R0. D'accord. Et ici, alors pareil, c'est-à-dire que là, la trajectoire est circulaire. Et uniquement, donc ça c'est uniquement dans le cas où l'énergie mécanique ici est égale à l'énergie potentielle électrique minimale. Donc circulaire de l'ordre 0. Et le centre, pareil, le centre c'est quoi? Le centre O. Ça, alors on l'admet, mais on le déduit du graphe. La seule heure poussée de R, c'est R0. Donc trajectoire ici circulaire du corps céleste. Mais rappelez-vous, la constante des R nous impose que le produit R carré θ point est constant tout instant, mais R étant constant, θ point le sera également. On a donc un mouvement circulaire uniforme. Donc la constante des R, on peut le rajouter. La constante des R, je rappelle, est issue de la conservation de la norme du moment cinétique. Donc R carré θ point impose ici. Je rappelle que ici R est constant. Forcément, si R est constant, θ point est une constante. Voilà. Le mouvement circulaire est uniforme. Donc le mouvement est circulaire et également voilà, uniforme. Donc circulaire, et ce qui est important, l'information, c'est lié au mouvement uniforme. Je note ici, voilà. Ok, mouvement circulaire uniforme. Alors, ça c'est le cas des satellites. Par exemple, autour de la Terre, ça sera la dernière partie de ce chapitre, étude des mouvements circulaires. D'accord? Très simple. Moi, j'ai peut-être la place pour le faire là, vous en pensez? Ouais. Donc Y, X, d'accord? Là, il n'y a plus d'ambiguïté, je peux placer mon centre de force à l'origine. Donc je peux placer par exemple ici, directement, voilà, le centre de force O. Et là, vous allez avoir une trajectoire circulaire de rayon R0 autour du centre de force O. Voilà, ça passe, c'est bon. Tac. Hop, voilà. Pareil, on peut la flécher trajectoire gamma. Et ici, alors je place ailleurs, que là je vais placer mon point, bien évidemment. Là, j'aurai un rayon R0. J'aurai l'angle, pareil, un repérage polaire, il y aura θ de t. Ici, ce sera R0, qu'on a déterminé ce matin ensemble. Là, je vais flécher ici la trajectoire gamma. Donc, une trajectoire gamma circulaire. Ici, alors ouais, là, je pense qu'il est un peu aplati. C'est un cercle, c'est pas une ellipse, c'est un cercle. D'accord? Trajectoire circulaire de centre O et de rayon R0. Là, je place ici mon point M. Et là, vous allez automatiquement mettre la base polaire. Ici, vous allez mettre. Ah, je ne l'ai pas mis dans les petits, mais également, vous pouvez placer vers θ. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est l'étude du mouvement. Donc ça sera la dernière partie de ce chapitre. Ça sera ici le grand 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? Ouais. Donc c'est cas, par exemple, des satellites. Donc cas des satellites autour de la Terre. Vous l'avez vu les dernières, cas des satellites autour de la Terre. Voilà. Mouvement circulaire. Voilà. Cas des satellites autour de la Terre. Bon. Bilan, qu'est-ce qu'il faut retenir pour votre fiche de synthèse, fiche de révision. En fait, fiche de révision, pour faire ce graphe-là, alors pas refaire tous les calculs il faut savoir refaire. Vous devez mettre dans votre fiche que voilà, R0 s'obtient par l'équation, la EP' en R égale R0 égale à 0, déterminer la stabilité de R0, et surtout, ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a fait ce matin, c'est quoi? C'est que le signe, c'est ça en fait, le signe de l'énergie mécanique donne accès à la nature de la trajectoire. C'est ce qu'il faut vraiment retenir. Après, les graphes, les schémas, ils vous sont donnés dans l'exo. Ça, c'est pour les questions courtes. Pour bien faire les graphes, on va faire les graphes en question de colle. Mais ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que voilà, le signe de l'énergie mécanique renseigne sur un tour de trajectoire. D'accord? Donc, bilan de ces 4 cas, donc, qui est lié au graphe qui est encore ici à droite, ici. Donc, ce qu'il faut retenir, bilan. Le signe de l'énergie mécanique, ici, du point mobile, donc du corps céleste ou du point mobile, voilà, donc c'est très important, c'est le signe
Donc en fait, souvent on vous demandera d'estimer l'énergie mécanique et d'en déduire le signe, d'accord? Et ce signe renseigne sur la nature de la trajectoire, renseigne, voilà, sur la nature, ici, de la trajectoire, dans un champ de force, ici, dans un champ de force, ici, newtonien. Attention, hein, ici on est dans un cas de champ de force newtonien attractif. Hein. D'accord? Champ de force newtonien attractif. D'accord? Alors, ici, la trajectoire, premier cas, on va commencer par quoi? Si l'énergie mécanique est strictement positive, la trajectoire elle est hyperbolique. D'accord? Donc, trajectoire hyperbolique. Hyperbolique, si l'énergie mécanique est strictement positive. Voilà. Déjà, si vous retenez ça, déjà, premier point. C'est la base. Voilà. Donc, énergie mécanique positive, donc trajectoire hyperbolique. Ouais, c'est vrai. Dont le centre de force le foyer le plus proche de la trajectoire. Ok. Hyperbolique. Ensuite, d'accord, si l'énergie mécanique est égale à 0, la trajectoire sera parabolique. Si l'énergie mécanique est égale à 0. Ok. Alors, notons ici que ces deux états sont des états libres de diffusion. État de diffusion. Votre poème peut s'échapper à l'infini, avec une vitesse non négligeable, avec une vitesse nulle. Rappelez-vous les graphes. Ah, ensuite, un cas elliptique, donc trajectoire elliptique, si l'énergie mécanique du point M est négative, et surtout différente, je note, de l'énergie potentielle effective minimale. Ce sera le dernier cas de figure. Donc trajectoire elliptique, c'est l'énergie mécanique qui est négative. Et le quatrième cas, on va voir, trajectoire circulaire, si l'énergie mécanique du point M dans R s'identifie à l'énergie potentielle effective minimale, qui ici vaut K sur 2R0. K sur 2R0. D'accord? Et ce qu'il faut remarquer, les deux derniers cas de figure, la trajectoire elliptique et la trajectoire circulaire, ce sont les deux seuls états liés pour une force centrale conservative newtonienne attractive. Voilà, ce sont les seuls états liés. Donc ce sont les seuls états liés. Voilà. Seuls états liés. D'accord? Pour. Alors j'ai pas de place, je vais faire une abréviation. D'accord? Je vais noter ici. Ne faites pas ça. Hein. D'accord? J'ai plus de place, je vais pas écrire toutes les lettres. Enfin, j'écris tous les mots entiers. Une force centrale conservative newtonienne attractive. Donc c'est important, c'est le N et le A. D'accord? Force centrale conservative newtonienne attractive. D'accord? Ça c'est bien pour vos fiches de révision, tenez, mais pas en DS, hein, pas en DS. Et au concours évidemment, vous le savez, donc force centrale conservative newtonienne attractive. Ce sont les seuls états liés ici de cette étude. D'accord? Et justement, donc ce chapitre, il nous reste deux choses à étudier. Ce mouvement elliptique, ici, d'accord, j'en ai parlé, déterminer l'énergie mécanique d'une planète en orbite elliptique autour du Soleil, et ce mouvement circulaire, vous avez déjà étudié l'année dernière. D'accord? Alors ce que je vais juste faire, c'est énoncer les lois de Kepler. Il y a 3 lois de Kepler, il y a 3 lois énoncées sur le mouvement elliptique. Juste amorcer, c'est le 5e temps de ce chapitre, 5e, grand 5, ça va aller vite, c'est juste rappeler les lois, vous les connaissez. Nous allons comme les mettre à l'écrit. Donc ce sera le grand 5, comme ça on pourra avancer sur ça jeudi. Étude du mouvement elliptique des planètes. Donc grand 5, étude du mouvement elliptique, voilà, des planètes. Voilà. Étude du mouvement elliptique des planètes. Donc juste ici un peu d'histoire des sciences, un encart historique, d'accord? Pas de calcul. Donc là, on est dans ce cas-là, troisième cas. Donc c'est cas, figure numéro 3. D'accord? Donc troisième cas, figure précédent. Juste énoncer, encore à leçon à connaître, les lois de Kepler, énoncer
les lois de Kepler. Donc je dis, je recommence à partir du schéma. Je reprends à partir du schéma pour faire le calcul d'énergie mécanique de la planète. D'accord? Alors, ces lois de Kepler, elles font suite aux observations de Tycho Brahe pendant 8 ans. En 8 ans. Tycho Brahe a observé l'orbite de Mars avec une précision, ici, directement de 2 minutes d'arc. Et à partir de ça, il a lancé 3 lois. D'accord? Donc, ça, on peut le dire, suite aux observations, ici, suite aux observations, pendant 8 ans quand même. Donc, observation de l'orbite de Mars par, ici, Tycho. Alors, Tycho Brahe. Tycho, pareil, je vais bien écrire d'ailleurs. Tycho, alors, Brahe. Kepler énonce 3 lois. Kepler énonce 3 lois. 3 lois d'ailleurs qui vont d'ailleurs inspirer ensuite Newton, notamment de sa loi fondamentale et dynamique, le PFD 1687. L'homme en 1609. Les 2 premières elles sont de 1609, la troisième est de 1118. Alors Tycho, T-Y-C-H-O, Tycho, T-Y-C-H-O, Brahe, B-R-A-H-E, accent aigu. D'accord? Alors sachez que ces observations, elles étaient précises, avec une précision de 2 minutes d'arc. C'est-à-dire que là, il y a Tycho Brahe qui a observé l'orbite de Mars pendant 8 ans, il a relevé ici des positions, d'accord, il a effectué un relevé expérimental, et à partir de ces observations expérimentales, Kepler en déduit 3 lois. La première, donc on va ici simplement les citer, alors il faut les connaître. Ici, la première loi de 1109, c'est la loi des orbites. D'accord, donc la première, loi des orbites, ici, 1609. Voilà. On en a parlé juste avant, les planètes du système solaire, donc les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques. Donc les planètes du système solaire, voilà, décrivent des trajectoires elliptiques. Ouais. Avec l'énergie mécanique négative. D'accord? Ils décrivent des trajectoires elliptiques. Voilà, donc on a des ellipses. Trajectoire elliptique pour cette loi ici des orbites, dont le Soleil occupe l'un des foyers. Ça va, 20%? 20%? Ouais. Bon, c'est bien. 2 minutes. Dont le Soleil, ici, le centre de force, occupe l'un des foyers. Donc trajectoire elliptique des planètes autour du Soleil, ça on l'a fait juste avant. C'est le cas où l'énergie mécanique est négative. 1609, loi des orbites. La même année, loi des airs. Loi des airs, 1609, la même année. Donc loi des airs, ici, loi des airs en 1609 également. Deuxième loi, fondamentale. Ça, c'est lié à quoi? Rappelez-vous la conservation de la norme du mouvement cinétique. Le rayon vecteur Soleil-planète balaye des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Le rayon vecteur Soleil-planète. Alors, c'est un vecteur, hein, c'est ici le rayon vecteur Soleil-planète. Balaye des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Donc, pendant des intervalles de temps égaux. Loi des airs. Conservation, ici, de la norme du moment cinétique. Voilà. Et la dernière, 9 ans plus tard, la loi des périodes. 1618. Loi des périodes. 1618. Vous voyez, on est quand même 70 ans, pratiquement 70 ans avant son des forces égales et mort. D'accord? Loi des périodes, vous la connaissez, le rapport T carré sur A cube est le même pour toutes les planètes du système solaire. Contexte des planètes, hein, d'accord? Donc, on est dans cette partie, étude du mouvement elliptique des planètes. Donc, le rapport T carré sur A cube est le même, il est constant, est le même pour toutes les planètes du système solaire. Et ça décrit une harmonie, une certaine harmonie dans ce système solaire pour toutes les planètes. Donc c'est T carré. Alors T période de révolution.
T, période de révolution de la planète. A, c'est quoi? A, c'est le demi-grand axe sur toutes les planètes du système solaire. D'accord. Donc, en remarque, ici, en remarque, je donne la valeur de ce rapport, vous savez, je l'ai peut-être rencontré la dernière, T carré sur A cube égale 4pi carré sur G fois la masse du Soleil, d'accord, dans le cas où la masse du Soleil est très grande devant la masse du point M. Alors ça, c'est un G. Le G, attention, je vais mieux le faire, G de constante de gravitation universelle. D'accord, la constante, en fait, c'est 4pi carré sur GMS. G, 667-10-11, constante de gravitation universelle. MS, la masse du Soleil, de l'ordre de 10 puissance 30 kg. D'accord. Et T, je vous rappelle, T, c'est la période de révolution. Hein. Attention, je note quand même. T, la période de révolution de la planète autour du Soleil. Donc, période de révolution. Et A, je note à côté A, je vous rappelle, c'est le demi-grand axe de l'ellipse. Hein. Demi-grand axe de l'ellipse. D'accord. Voilà. Donc là, je veux juste terminer par l'énoncé historique des 3 lois de Kepler, 1609, 1118, loi des orbites, loi des aires, loi des périodes, à connaître, d'accord. Et ces lois sont relatives au mouvement des planètes, ici, par rapport au Soleil, d'accord. Trajectoire elliptique, le Soleil occupe l'un des centres de force. Le rayon vecteur, Soleil-planète balaye des ergates pendant un intervalle de temps égaux. Et loi des périodes, ce rapport T carré sur A cube est une constante, c'est celle-ci. Ah mince. Donc je suis coupé. Ça fait longtemps que je ne m'avais pas fait ça en plus. Ah, il s'est coupé, il s'est remis, ah, c'est marrant. Voilà, de toute façon, c'est terminé. Bon, c'était l'impression qu'on vendait quand même. Voilà, c'était la fin du cours. Aujourd'hui, je vais rebrancher la caméra.